Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour aborder la question primordiale du financement de l'effort de guerre. Alors les pays européens veulent réarmer et augmenter leur budget militaire, mais ils sont pour la plupart surendettés. Comment peuvent-ils faire? Oui, c'est la grande question face à la menace russe, face à d'autres menaces aussi qui concernent directement les pays européens. Beaucoup ont dit vouloir augmenter leur budget militaire. Le problème, c'est qu'un budget n'est pas extensible à l'infini. Et donc, si vous voulez augmenter le budget militaire, eh bien, soit il faut faire des économies dans votre budget pour dégager des dépenses pour l'armée, soit il faut trouver d'autres sources de financement. Et quand vous avez des États en Europe qui, pour beaucoup, ont une très forte dette, voire ont une très forte imposition, on pense notamment à la France qui cumule les deux, ça devient difficile de trouver de l'argent pour financer l'armée. Or, rappelons quand même que l'armée correspond à la fonction première de l'État, qui est d'assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Et cela renvoie finalement à ce texte, à mon avis, trop peu connu de Richelieu, son testament politique, qui est un magnifique texte de sciences politiques, où Richelieu explique bien que la première condition pour qu'un État soit puissant, c'est d'avoir des comptes qui soient bien tenus. Si vous n'avez pas des comptes bien tenus, eh bien vous ne pourrez pas avoir un État puissant. Et Jacques Bainville, qui est un petit peu l'héritier de Richelieu à travers les siècles, Jacques Bainville a beaucoup écrit dans les années 1920-1930, explique très bien également que la puissance d'un État, c'est l'ordre et la paix à l'intérieur, donc des comptes bien tenus, la sûreté dans la rue et ensuite une projection extérieure et notamment se défendre par rapport aux agresseurs ou aux adversaires. Et donc on voit que là, il ne s'agit pas simplement d'augmenter le budget de l'armée, mais on est confronté à un choix existentiel qui est celui de la place de l'État, qui est celui de la question de la sécurité intérieure. Et donc c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir pour répondre à cette question de pouvoir affronter les menaces extérieures. Est-ce la fin des dividendes de la paix? Alors, en effet, ça c'était la grande idée des années 1990, en disant c'est la fin de la guerre froide, donc nous allons enfin pouvoir toucher les dividendes de la paix. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'on va baisser les budgets militaires et que l'argent qui est économisé par la baisse des budgets militaires ne va pas servir à rembourser de la dette ou à baisser la dépense publique, mais ça va être affecté aux dépenses sociales. Enfin, à l'origine, on devait présenter ça comme étant une baisse de la dette, des impôts et de la dépense publique. Dans les faits, non, ça a servi à financer d'autres choses. Vous avez un article très intéressant de Julien Damon, qui est démographe, économiste, qui a calculé l'évolution des dépenses sociales et militaires en France au cours des dernières décennies et qui montre très bien que la part des dépenses publiques consacrées à l'armée et à la sécurité représentait à peu près 50% des dépenses en France dans les années 1930, quand on est aujourd'hui à 4%. À l'inverse, les dépenses sociales sont passées de 4-5% dans les années 1930 à plus de 50% aujourd'hui. Donc on a eu un croisement des courbes, moins de dépenses militaires et beaucoup plus de dépenses sociales. Donc j'entends beaucoup de gens qui disent c'est la fin des dividendes de la paix, il faut réarmer, il faut réorganiser le budget militaire. Très bien, mais avec quel argent? Ça va obliger à revoir entièrement le modèle social français. En France, on discute beaucoup des retraites. En quoi le choix du système des retraites a-t-il des conséquences sur les possibilités de financement de l'armée? Alors ça, c'est effectivement un sujet qui est fondamental. On parlait tout à l'heure de système social. La grande difficulté pour beaucoup, c'est de comprendre qu'en économie, tout est lié et que quand vous prenez une décision à un endroit, ça vous fait bouger la pièce du puzzle qui aboutit à modifier l'ensemble de votre architecture. Donc, quand on a un système de retraite par répartition, eh bien, ça nuit au développement, notamment au financement, des, systèmes militaires. On va dire: «Mais quel est le rapport entre, le système de retraite et le financement de l'armée?» Bah, c'est très simple. La répartition, c'est vous prenez aux gens qui travaillent pour donner aux gens qui sont retraités. Donc vous ne créez aucune valeur ajoutée, vous ne créez pas de richesse. Vous prenez en fait, vous déshabillez Paul, pour habiller Pierre. Et donc, plus vous allez déshabiller Paul et plus Pierre sera habillé. Dans un système par capitalisation, vous avez Paul qui cotise tous les mois, donc il met de l'argent de côté. Cet argent, il n'est pas mis sous le matelas, il est mis dans des banques, dans les fonds de pension, dans des investissements.
et il sert à, enfin il va être donc investi et donc il va fructifier. Donc là, vous avez une création de richesse. La retraite par répartition ne crée pas de valeur, ne crée pas de richesse. La retraite par capitalisation crée de la richesse. Et quand vous êtes retraité, bah, vous récupérez le capital investi plus les dividendes. Quand vous regardez l'évolution des cours de bourse des valeurs de la défense, vous voyez que depuis 2022, ça a bondi. Thales a fait plus de 75%, Dassault plus de 50%. Les valeurs étrangères, Leonardo, également aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est pareil, on est entre plus 30 et plus 70% selon les valeurs. Donc là, vous avez des sources de financement potentiel pour des gens qui voudraient investir dans des fonds de pension pour leur retraite future. Et donc, comme on s'est privé en France d'un système de retraite par capitalisation, eh bien, on ne dispose pas d'un capital qui pourrait être investi dans le but de générer un dividende qui sert après pour les retraités, mais qui pourrait être aussi investi pour financer l'achat d'armement. On sait très bien en plus qu'en matière militaire, beaucoup d'investissements militaires sont après utilisés dans l'investissement civil, ce qu'on appelle en économie une croissance schumpeterienne, donc par innovation. Par exemple, le nylon a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'origine pour les parachutes et pour les vêtements. Maintenant, on s'en sert pour beaucoup d'autres choses. Internet a été créé également par l'armée américaine. Alors, on peut multiplier, mais il y a beaucoup de choses qui sont développées par l'armée pour la guerre ou pour la défense, qui après ont des applications civiles. Donc ça vous amène une croissance à moyen et à long terme. Et donc vous voyez que le choix social qui a été fait en 1942, quand on est passé de la retraite par capitalisation à la retraite par répartition, c'est à de 1942 et du régime du maréchal Pétain, eh bien ce choix social qui a été fait nous pénalise aujourd'hui et nous prive aujourd'hui de capital pour investir dans la défense. On parle également de mobiliser l'épargne, ce qui suppose pour cela de disposer de capitaux. Oui, c'est ça. Alors on dit, bon, il y a plusieurs milliards d'euros qui sont épargnés par les Français, donc cette épargne, on va l'utiliser pour financer la guerre. Alors il faut être très prudent dans l'emploi des mots, parce que tel que c'est présenté par certains responsables politiques, on a l'impression qu'on va piquer l'argent dans les caisses des banques et dépenser ça dans de l'armement. Donc on va créer un mouvement de panique, on va faire peur aux gens et on va détruire le lien de confiance qu'il y a entre les Français et leurs banques. Aujourd'hui, si je mets de l'argent en banque, c'est parce que j'ai confiance que la banque ne va pas le perdre, elle ne va pas le dilapider. Donc si on commence à dire qu'on va prendre l'épargne des Français pour investir dans l'armée, on va créer un mouvement de panique et les gens n'auront plus confiance dans leur banque. S'il n'y a plus de confiance dans la banque, s'il n'y a plus de système bancaire qui fonctionne, c'est tout le système économique qui va se trouver bloqué. Donc on peut évidemment encourager les Français à épargner dans des fonds de placement qui servent pour l'effort de la défense, mais dans ces cas-là, ça revient à créer des fonds de pension. Et donc, ma crainte, c'est qu'on le fasse sans oser le dire, un petit peu en camouflant les choses, alors que bah, il faut tout simplement dire qu'on doit passer d'un système à un autre, et que cette épargne, eh bien, elle pourrait rapporter beaucoup plus aux épargnants en étant mieux investie, et qu'en plus, elle pourrait servir à l'effort de défense qui est le nôtre. Donc là, il y a évidemment un travail important à faire. Et puis le dernier point, ça va être aussi, la question doit être posée, celle de la dépense, pardon, de la baisse de la dépense publique. Il faudra bien à un moment donné baisser un grand nombre de dépenses publiques si l'on veut pouvoir dégager des mobilités pour pouvoir investir dans l'effort de défense. Merci beaucoup Jean-Baptiste Merci à vous. Noé pour cette analyse. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.